Très chers amis amateurs de thé français, bonjour. Bienvenue à un nouveau cours de thé avec moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Aujourd'hui, nous allons parler du thé vert, vu que le thé vert de cette année est déjà sorti et présent dans ma sélection. Alors ça, c'est une nouvelle occasion de vous le présenter et notamment de parler un petit peu des différentes manières de le préparer. J'espère que vous me voyez parce que moi je ne me vois pas encore. Si c'est là. Alors, faites-moi un petit coucou si tout va bien. Bonjour Olivier, merci. Alors, commençons par le thé vert qui est dans ma petite jarre en porcelaine. Olena, une étudiante de thé d'Ukraine, m'a posé la question de quelle était la particularité du thé taïwanais, du thé vert taïwanais. Je remercie Olena de continuer à suivre mes cours malgré la guerre en Ukraine. Heureusement, j'ai vu qu'elle habite plutôt à l'ouest de l'Ukraine, donc dans une région un petit peu moins touchée. Alors, tenez bon, Elena, on est avec vous et j'espère que vous aurez l'occasion de goûter à ce thé. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas possible. Les transports vers l'Ukraine et vers la Russie à partir de Taïwan sont interrompus. Donc, mais bon, on va quand même vous raconter c'est quoi la particularité de ce thé de Taïwan, ce thé vert de Taïwan, puisque Taïwan est surtout une île qui fait du oolong en majorité, alors que la Chine est un pays où le thé majoritaire est le thé vert. Et il y a une différence vraiment fondamentale entre les thés verts de Chine et de Taïwan. Les thés verts en Chine, ils sont caoqing, c'est-à-dire leur oxydation est stoppée en chauffant les feuilles dans des wok, vraiment des très très grands wok. Alors que à Taïwan, l'arrêt de l'oxydation se fait par rongqing, dans des grands fours, par soufflerie d'air chaude. Et d'ailleurs, on peut utiliser ce même instrument pour le oolong. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise à Taïwan pour le thé vert, parce qu'ils avaient un petit peu perdu en fait, ils n'avaient pas les connaissances, ou bien la tradition du thé vert comme en Chine. Eux, c'était vraiment la tradition du oolong. Et s'il y a ce thé vert à Taïwan, c'est parce qu'avec Chiang Kai-shek, beaucoup de généraux et de militaires venus de Chine sont arrivés à Taïwan. Et après la fin de la guerre civile, ils n'ont pas pu retourner en Chine. Et il y avait encore un état de guerre entre l'île et la Chine populaire. Et il n'y avait plus de commerce. Donc il n'était même pas possible d'acheter du thé vert de Chine pour ces gens qui venaient de Chine avec Chiang Kai-shek. Et donc, ils avaient goûté le oolong, ok, c'est sympa, mais c'est pas pareil que le thé vert. Donc, quelques généraux de Taipei sont allés pas très loin à Sanxia, sont allés voir des producteurs locaux, des fermiers locaux, et ils leur ont demandé, au lieu de faire du oolong, faites-nous un petit peu de thé vert. Et donc, c'est ainsi que des fermiers de Sanxia ont commencé à faire du thé vert, Bilochun et Longjing à Taïwan, avec des théiers locaux, le Qingqing Gaizai, qui est aussi appelé Gamajon en taïwanais. C'est pour ça qu'il va être différent du Bilochun de Chine populaire, mais surtout la différence, c'est comment on arrête cette oxydation, pas par chauffage dans des wok, comme on peut le voir dans certaines vidéos, mais par chauffage dans ces espèces de grands fours, rongqing.
Bon, ce chauffage par four, on peut également le trouver en Chine pour des productions très très larges. Euh, et d'ailleurs, quand vous voyez dans des vidéos cette, ce Chao-Ching en Chine, hein, quand ils font le thé, si vous voyez quelqu'un avec des gants, c'est que ce n'est pas un maître. Hein. Ce sont les maîtres qui utilisent leurs mains nues pour travailler les feuilles de thé. Eux, ils n'ont pas peur de se brûler les mains. Hein, ils savent comment faire. Et puis, ils sont un petit peu habitués à cette chaleur. Donc, il y a vraiment une différence dans le cultivar, surtout la différence dans le process, également un petit peu une différence dans la façon de cueillir les feuilles. Dans les meilleures récoltes, les récoltes les plus haut de gamme en Chine, pour le Bilochun, on va ne récolter que le bourgeon. Alors qu'à Taïwan, si vous regardez de plus près, on récolte et le bourgeon et une ou deux feuilles en plus. Ce qui fait un petit peu baisser la finesse du thé, mais s'il ne faisait pas ça, le prix serait probablement multiplié par 10, car le bourgeon est vraiment très très léger, et si on n'ajoutait pas une ou deux autres feuilles, ça ferait vraiment un coût beaucoup plus élevé. Et déjà comme ça, les gens trouvent les consommateurs trouvent qu'il est assez fin, surtout quand on prend la première récolte comme je l'ai fait cette année. Hein, pour le thé vert, en fait, c'est assez simple pour la qualité. Plus on est tôt dans l'année, plus il va faire froid, moins il y a de soleil, hein, vu que on a l'équinoxe de printemps le 21 mars, et après les jours s'allongent de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a eu aujourd'hui ce changement d'heure. Hein, et avec cet allongement des jours, les feuilles reçoivent de plus en plus de soleil tous les jours, et donc il va faire plus chaud. C'est pour ça que plus le temps passe dans la saison, plus les feuilles deviennent grandes. Et c'est à tel point que on dit traditionnellement le 5 avril, c'est un petit peu la date limite, la date butoir pour la qualité. Avant le 5 avril, la qualité va être fine et bonne, et après le 5 avril, la qualité se détériore, et même la forme des feuilles va changer. Au lieu d'être en forme d'épée, ça va s'arrondir devant. Parce que donc les feuilles sont de plus en plus grandes, et donc elles vont perdre leur concentration et notamment leur fraîcheur, parce que les températures deviennent de plus en plus élevées. C'est pour ça que cette année, on a eu un hiver assez froid à Taïwan, surtout à la fin, et les récoltes ont commencé plus tard. Donc là, la première récolte de cette année, c'est celle que j'ai dans les mains. Elle date du 13 mars, alors que l'an dernier, la deuxième récolte, c'était du 6 mars. Donc l'an dernier, j'avais sélectionné la deuxième récolte, que j'avais déjà trouvée très très bonne, très très fine. Cette année, donc j'ai pris la première récolte qui est un petit peu plus tard. Mais bon, on voit que le 13 mars, on est encore bien avant le 5 avril. Mais si j'ai préféré celle-là, c'est parce que on a maintenant depuis quelques jours un mauvais temps, un temps pluvieux et froid. Le froid c'est bien, hein, pour la finesse et l'élégance, mais la pluie, pendant qu'il pleut, on ne peut pas récolter, parce que sinon le thé va perdre de sa clarté, de sa pureté. Donc si on attend après cette saison de pluie, les feuilles vont un peu pousser, auront un peu trop de temps pour pousser, et donc plus tard, on s'approche de plus en plus du 5 avril, et donc très rapidement les feuilles vont être trop grandes. Donc cette année, je n'ai pas pris de risque, j'ai simplement pris la meilleure récolte de l'année, hein, la première. Donc vous pouvez en profiter tant qu'elle est disponible, parce qu'elle est vraiment, vraiment très bonne. Alors, puisque nous sommes dans un moment un petit peu d'élection en France, j'ai pensé à essayer de parler un petit peu
de termes un petit peu politiques, mais de manière à le rapprocher avec le thé, avec notamment la préparation du thé. Et qu'est-ce que c'est qu'être traditionnaliste et progressiste dans dans le thé? Alors, mon propos n'est pas faire de la politique. La politique n'a vraiment... on voit qu'elle a souvent un impact avec le thé, comme la Boston Tea Party. Souvent, le thé peut avoir quelque chose avec la politique. Mais peut-être que même il y a des leçons à tirer. Alors, voyons voir un petit peu quelle est la méthode qu'on devrait utiliser pour préparer ce thé, selon qu'on est traditionnaliste ou bien selon qu'on est progressiste. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je regarde. Non. Alors, déjà le problème, traditionnaliste, tradition. Le thé vert. Le thé vert, tiens, ça fait depuis plus de 1000 ans qu'il y a du thé vert en Chine. Et ça fait depuis plus de 1000 ans, depuis la dynastie des Tang, qu'on a des écrits sur le thé vert. Sauf que depuis Lu Yu, depuis son Cha-Jing, les traditions ont quand même pas mal évolué. Du temps de Lu Yu, le thé vert était au départ comprimé en galettes, puis réduit en une poudre un petit peu grossière et cuit avec un petit peu de sel. Ensuite, durant la dynastie Song, le thé vert était toujours pressé en galette, mais cette fois-ci, il était réduit en poudre encore plus fine et fouetté dans un bol avec un petit bambou par-dessus. Et cette fois-ci, il n'était plus cuit, mais on rajoutait de l'eau bouillante. Ensuite, ce n'est qu'en fait qu'à partir de la dynastie des Ming, 1368 environ, que l'empereur a dit non, je ne veux plus recevoir de galettes de thé vert comprimé, je veux que le thé me soit offert en vrac, en feuilles entières comme ça. Et c'est donc qu'à partir des Ming, donc il y a plus de 700 ans, que le thé est préparé à partir de feuilles entières. À l'époque des Ming, on utilisait surtout des grandes théières, vraiment de genre cette taille, en porcelaine ou bien en terre cuite. Les premières Zixing datent de cette époque d'ailleurs. Puis, avec les Qing, on a également fait le thé vert dans des gaiwan. Et un peu plus tard, on avait des petites Zixing, mais pour lesquelles qu'on utilisait plutôt pour les houlons, pas tellement pour le thé vert en fait. Donc utiliser une petite théière, c'est peut-être pas tout à fait la bonne chose. Et de nos jours, si on regarde en Chine, parce qu'on pourrait presque appeler ça la tradition, pratiquement tout le monde en Chine utilise un verre en verre pour préparer son thé vert. Ça fait beaucoup de verre. Donc c'est quoi finalement la tradition chinoise pour préparer le thé vert? Les grandes théières, les bols, les gaiwan, des petites théières, ou bien un verre. Donc là, on est déjà un peu perdu, même si on est traditionnaliste. Est-ce que quelle tradition faut-il suivre? La toute dernière. Donc là, en fait, on est plutôt suiviste des modes, ou bien est-ce que être vraiment traditionnaliste, ça voudrait dire on va faire comme Lu Yu, on va de ce thé, on va le comprimer en galette et ensuite le cuire avec un peu de sel. Vraiment, on est un petit peu perdu là. Alors là, on n'est pas vraiment avancé. Si on est... tiens, j'ai oublié, il y a même encore la branche des 0,1%. J'avais une fois été invité par un milliardaire taïwanais à un repas.
Et il m'a dit, tiens Stéphane, tu viens avec moi pour choisir le vin, hein, on va prendre un vin français. Tu sais, moi, j'y connais rien au vin. Alors ce que je fais, je prends toujours le plus cher. Ah, ah, ah. Et il avait presque toujours raison, sauf que là, il m'avait invité dans un restaurant de fruits de mer et il a choisi un Château Latour, un bon rouge, premier cru de Bordeaux, qui était très très bon, mais qui n'allait pas avec la plupart des plats de fruits de mer qui nous étaient servis ce jour-là. Euh, mais donc, les 0,1%, les Bill Gates au Buffett de nos jours, peut-être diraient, tiens, pour prendre le thé vert, on va prendre le matériau le plus cher. On va prendre une théière en argent ou en or, hein. Ça, c'est comme ça, je sais que personne d'autre peut, enfin, que très peu de gens peuvent se le permettre. Je suis le seul à le faire euh, et donc là, je suis content, hein. Surtout que. Et en fait, ce serait même pas tellement faux parce que Louis, lui, il conseille de prendre l'argent. Il dit que c'est ce qu'il y a de plus pur. Et ça donne, avec le thé vert, des très très bons résultats si le thé vert est de très très haute qualité. Or, là, comme je l'avais expliqué, avec ce thé-là, on n'a pas que des bourgeons, on a également des feuilles un peu plus grandes. Donc, donc en fait, là, ça ne marcherait pas avec cette théière en argent. Alors, les progressistes me diront, ah, ça, le verre, vous savez quoi, hein, c'est le matériau du futur, c'est le progrès, c'est beaucoup moins cher que votre argent, hein, grand capitaliste, ou bien que la porcelaine des rois d'Europe, hein, ou bien que ces bols de Jianyang qui viennent de la dynastie des empereurs de Chine de Song. Non, non, le futur, le progrès, c'est le verre parce que c'est pas cher, les masses pourront se le payer. D'ailleurs, vous voyez en Chine, tout le monde utilise le verre maintenant. Et c'est transparent, on aime bien la transparence. On veut que tout soit clair, on veut tout savoir de vous. Donc un peu comme notre service secret, on veut utiliser du verre parce que ça sera transparent et on verra bien ce qui se passe à l'intérieur. Euh, Ça a l'air pas trop mal, mais il y a un petit problème. C'est que, selon mon expérience, quand je fais le thé vert avec un verre en verre, c'est joli, mais quand je le goûte, le thé n'a pas la même clarté, n'a pas la même euh, comment dire, n'est pas aussi bon en fait que le thé en porcelaine. Le verre, il est produit à 600 degrés Celsius environ, alors que la porcelaine, alors on va jusqu'à 1200. La porcelaine, ce degré de cuisson différent, va permettre à la porcelaine d'être mieux habilitée euh, comment dire, à recevoir de la chaleur. Et dans un verre en verre, quand c'est très très chaud, on a un petit peu une impression comme de brouillard. Le goût du thé devient un peu brumeux, il perd de sa clarté. Alors que dans la porcelaine, c'est beaucoup plus, les arômes sont beaucoup plus distincts et beaucoup plus clairs, beaucoup plus détaillés. C'est pour ça que non, finalement le progrès comme ça ne marche pas tout à fait, en tout cas pas forcément. Alors, j'ai pas envie non plus donc on a pu voir que suivre les traditions, c'était pas tout à fait, ça marchait pas tout à fait parce qu'on ne sait pas non plus quelle tradition faut suivre. Il y a eu tellement de traditions dans le thé. Le progrès sans comparer avec l'ancien, ça n'a pas non plus. Et quand on le compare, en fait, on voit que c'est pas assez bien. Donc, être simplement progressiste, ça marche pas. Donc, moi, mon idée, c'est il faut essayer de combiner le passé avec
le futur. Il y a Guillaume Fay qui appelle ça l'archéofuturisme. En fait, les Chinois font ça tout le temps. C'est toujours, certains conservateurs aussi ils disent What would Jesus do? Donc, qu'est-ce que Jésus ferait à notre place? Mais en fait, pour le thé, il faut se dire qu'est-ce que Louis ferait? Donc, au lieu de bêtement suivre une tradition, il faut se remettre dans les concepts qui ont donné naissance à cette tradition. Louis, dans son charging, vraiment nous a livré toutes les clés pour bien comprendre le thé depuis sa production, depuis même la plantation, sa transformation, l'eau qu'on utilise, les accessoires qu'on utilise, comment on le prépare. Donc en fait, toutes les clés sont déjà dedans. Maintenant, il s'agit de bien comprendre, selon le thé qu'on va préparer, comment utiliser tous ces concepts. Donc, je jette le thé le verre parce qu'il n'a pas donné des résultats satisfaisants. L'argent est un vraiment très très bon matériau, mais ne convient pas avec la qualité de ces feuilles. Il n'y a pas assez de bourgeons dans ces feuilles-là. Il y a également des feuilles un peu plus ouvertes. Donc, je ne prends pas ça. L'an dernier, je vous avais fait une démonstration avec le Gaiwan. Donc, le Gaiwan, c'est un matériau, c'est un accessoire universel en porcelaine qu'on peut utiliser avec tout l'été. Donc là, je vous fais très souvent des démonstrations avec le Gaiwan. D'ailleurs, l'an dernier, je l'ai fait avec le Gaiwan. Donc on peut toujours utiliser un Gaiwan. Cette année, je me suis dit, tiens, on va utiliser ce bol-là pour faire un petit peu, justement, une adaptation futuriste basée sur le passé. Hein, là, j'essaie de m'expliquer. Je veux avoir l'avantage du verre, hein, ce progrès de pouvoir voir les feuilles que je n'ai pas dans le Gaiwan quand je referme le couvercle. Vous me direz, on peut simplement laisser le couvercle, on peut simplement ne pas utiliser le couvercle. Oui, bon, si vous n'avez pas de ce bol-là, ce que vous pouvez faire, c'est de le faire avec un Gaiwan. Mais pourquoi est-ce que j'utilise ce bol-là plutôt que le Gaiwan aujourd'hui? C'est parce que, comme je l'ai expliqué, durant la période Ming, ils ont utilisé des grandes théières, pas des petites, des grandes théières, parce que le thé vert doit être bu de manière légère, pour ne pas être... Parce que quand il est trop concentré, il est un peu trop acide, il donne mal au ventre en fait, et quelle que soit sa qualité en fait. Donc le thé vert, pour être rafraîchissant, il doit être bu, on peut le boire en grande quantité, mais de manière légère. Et donc, pour faire quelque chose de léger, je trouve que c'est plus simple avec un grand bol qu'avec un petit. Là, le Gaiwan est quand même beaucoup plus petit. Donc, je me mets dans le même esprit que durant la dynastie Ming, hein, où ils prenaient des grandes théières, avec des feuilles qui sont de thé vert qui sont ouvertes en vrac, et maintenant j'ai l'avantage, comme je n'ai pas de couvercle, de pouvoir voir les feuilles. Alors on va préchauffer d'abord notre bol. Mon eau est encore assez chaude, mais pour le préparer je vais utiliser de l'eau bouillante, hein. Pourquoi? De nouveau, l'idée, c'est que les principes généraux ont été expérimentés dans le passé. On a 1300 ans d'histoire du thé qui commence avec Louis, avec ses premiers écrits dans le Charging, où des Chinois ont bu du thé pendant 1300 ans et ils ont toujours utilisé de l'eau bouillante. Mais ils n'ont jamais utilisé de l'eau à 80 degrés ou à 60 degrés pour faire du bon thé. Donc, si on a un thé de qualité, on n'a pas besoin de prendre une eau qui est simplement chaude, on va toujours la prendre bouillante. Donc ça, c'est un petit peu être dans l'esprit, hein, du thé. Et donc ça montre
que l'important, c'est pas simplement de suivre une tradition de manière aveugle, sans la comprendre, mais c'est vraiment de se l'approprier, de comprendre pourquoi on fait les choses, afin que quand on est dans une nouvelle situation, on arrive à utiliser les mêmes, euh, le même raisonnement que ces experts du passé qui ont tellement bien réussi à maîtriser leur sujet. Par exemple, l'OU. Donc là, ce que je fais, c'est que je préchauffe, comme on préchauffe avec le houlong. J'avais aussi montré comment on préchauffe bien ce bol pour faire le thé vert de la dynastie Song. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec la préparation du thé vert, on a trois manières de le préparer. Je peux mettre mes feuilles maintenant, ensuite l'eau chaude. Je peux également mettre d'abord l'eau chaude à moitié, ensuite les feuilles et ensuite l'autre moitié d'eau bouillante, on va dire bouillante. Ou bien je peux remplir le bol d'eau bouillante et ensuite mettre les feuilles. Plus la qualité du thé va être bonne, plus j'aurai tendance à mettre les feuilles au début. Parce qu'à ce moment-là, elles reçoivent un petit peu la force de cette eau qui est versée sur elles. Plus les feuilles vont être délicates et fragiles, plus j'aurai tendance à les mettre en, en dernier. Alors, comme on a vraiment un très bon thé quand même, je vais le mettre d'abord. Est-ce que ça me suffit? Ouais, je crois que ça suffit. C'est bien bouillant. Je verse délicatement, pas directement sur les feuilles, mais plutôt sur les bords. Et de manière circulaire. De manière douce. Et là, je commence à sourire parce que je vois les feuilles danser, virevolter. Certaines font de la plongée, d'autres restent en surface. Et puis elles s'ouvrent. Et elles ont une couleur vert bien, à la fois un vert très frais mais foncé. Avec ma cuillère, je peux un petit peu les tourner. Ça va un petit peu les aider à s'ouvrir, mais elles n'ont pas tellement besoin d'aide. Et là maintenant, je sens l'odeur vraiment très fleurie, très fine de ce thé vert qui vient jusqu'à mon nez. Donc là j'ai l'avantage du vert, puisque je peux voir les feuilles. Je trouve que c'est même encore plus joli d'avoir un fond sombre. Pour ça, il y a un plus grand contraste, alors qu'avec le vert, il y a cette distorsion du vert. Là, par-dessus, je peux vraiment bien voir les feuilles. Des jolies couleurs. On voit effectivement, il y a des bourgeons. Certains bourgeons, et parfois il y a également des feuilles un petit peu plus grandes à côté. La couleur de l'infusion est encore très très claire. Je peux la sentir. Ça, voilà. Je peux commencer maintenant à verser dans ma coupe pour voir cette première infusion très fine. Alors du fait qu'il n'y ait pas de couvercle, la température va baisser plus rapidement. Donc c'est la méthode qui est la plus légère. Ça va être plus léger qu'avec un Gaiwan avec lequel vous avez votre couvercle. Parce que maintenant la température baisse plus vite. Mais donc ça a l'avantage que
vraiment les arômes sont vraiment d'une grande finesse. Mm. Et la couleur est vraiment très 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 claire. Et elle a presque vraiment besoin d'être rehaussée par la porcelaine Céladon. Voilà, alors ça c'est une méthode vraiment très simple de préparer son thé avec un grand bol de couleur plutôt sombre qui tient bien la chaleur, alors vraiment hyper chaud, et ensuite servi dans des coupes assez grandes en céladon pour rehausser la couleur du thé vert qui est sinon très très légère. Et effectivement, c'est très léger, très fleuri, très fin, très élégant. Il ne faut pas que ce soit trop puissant. Donc là, c'est comme ça, c'est vraiment parfait. Et on a réussi à, à créer quelque chose de nouveau avec du vieux. Là, on a l'avantage de cette transparence que je trouve encore plus jolie avec le bol. On a l'avantage des céladons pour le boire, de la finesse de la porcelaine, parce que boire le verre c'est quand même beaucoup moins fin, et ça garde vraiment tous les détails. Et pour réaliser euh, cette nouvelle façon de préparer le thé, donc, on a utilisé les principes ancestraux et ainsi on a pu créer quelque chose de nouveau. On a combiné le progrès avec la tradition et avec euh, ouais, et on a fait quelque chose de nouveau. Voilà, ben, j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine